Professeur Didier Raoult, en est-on de l'épidémie de SARS-CoV-2, en particulier de l'évolution du variant Omicron? Alors le variant Omicron est en train de flamber maintenant. On ne sait pas très bien jusqu'où il va aller. Il semble être sur le point petit à petit de se faire remplacer. Alors celui qu'on a vu jusqu'à maintenant s'appelle BA1 et puis il y a un sous-variant ou un variant de ce Omicron qui s'appelle BA2, qui vient d'Afrique aussi, qui a commencé à s'implanter de manière très très importante au nord de l'Europe, dans les pays scandinaves, en Angleterre, et qui commence à s'implanter en France. Alors il y a un gradient nord-sud, c'est-à-dire que cette fois-là, celui-là vient du nord de l'Europe, donc il y a à peu près 10% en France, ici il y a quelques pourcents de ce A2, et on ne sait pas s'il va remplacer, le B2 va remplacer le B1. Mais vous voyez, dans les épidémies pandémiques, c'est très étrange, mais un virus chasse l'autre. C'est quand un virus arrive à la fin de son évolution qu'il est remplacé par un nouveau virus. Mais ça, c'est simplement dans les situations pandémiques, pour des raisons qu'on ne comprend pas. En tout cas, que moi, je ne comprends pas. Il y a des virus qui conservent seulement une circulation locale. Et là, on peut en avoir 2 ou 3 en même temps. C'est ce qu'on a vu en 2020. Et puis ensuite, il y a des virus qui s'implantent et qui circulent partout à la fois. C'est ce qui a été le cas dans le monde, c'est-à-dire l'alpha, le delta, le omicron, qui ont un potentiel de pandémie que n'ont pas d'autres qui ont une circulation locale plus importante, comme encore une fois le Marseille 4 en France. Donc il y a quelque chose là dans la situation que je ne comprends pas. Ce que l'on voit, c'est que les virus, en accumulant des mutations, finissent par s'épuiser. Donc là, on voit on a l'impression que sur le micron BA1, eh bien, il y a maintenant une dispersion et que le pic a été obtenu à cet endroit-là où il y a la plus grande densité. Oui, il s'implante et puis il se multiplie de plus en plus. Chaque trait est un virus qui a été séquencé ici. Et puis après, vous voyez qu'il y a une dispersion au fur et à mesure. C'est-à-dire que ça s'élargit, chaque branche s'élargit en accumulant les mutations. Chacune de ces mutations apparaît à peu près une fois tous les 15 jours. Vous voyez, et donc, on a l'impression qu'on va arriver au bout de ce premier épisode, que ça diminue et qu'on va arriver au bout de ce premier épisode. Mais pour le BA2, ça c'est les séquences que l'on a, et qu'on a mélangées avec des séquences obtenues au Danemark, eh bien on voit que on n'en est pas là. Et pour l'instant, on n'a pas atteint ni le pic, ni la dispersion. Donc si celui-là s'implante vraiment comme les précédents qui ont donné des épidémies massives, on va voir se multiplier dans ces différentes branches les virus, et puis petit à petit se disperser, et puis disparaître, comme on l'a vu à chaque fois. Donc ces choses, bien sûr, qui ne pouvaient pas être prédites, c'est des choses qu'on ne savait pas sur le virus, qu'on a appris récemment, et qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe. Quel rôle peut avoir la vaccination sur le contrôle de Omicron ? Ce rôle est assez faible en réalité, donc il est vraisemblable. Et donc ça c'est un travail qui vient d'être fait chez moi par Linda ou Hamdi, où on voit très clairement que tout de suite après la vaccination, en particulier après les boosters, on a dans l'immédiat une augmentation du nombre de cas très significatif d'infection, et puis ça diminue, et puis les gens qui ont eu 2 injections, au contraire, eh bien, on voit apparaître Omicron plus tard quand l'immunité a commencé à diminuer. Donc on a bien l'impression qu'il y a 2 phases de sensibilité au virus, à un virus nouveau. La phase immédiatement après injection, et en particulier du 3e booster, et après quelques mois, quand l'efficacité vaccinale a commencé à diminuer. Donc c'est une question qui est intéressante. Il y aura un moment où, ce qui est ennuyeux, c'est qu'à part nous et une équipe américaine qui avons publié ça, c'est-à-dire de dire, attendez, il faut être très attentif aux 15 jours, 3 semaines, juste après l'injection,
parce qu'il se produit des choses là, on comprend mal, mais il y a des virus chez les gens qui ont des anticorps. Hein. Donc, est-ce que c'est des anticorps facilitants? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe. Et il faut être très attentif à ça, parce que depuis le début, quand les vaccins ont été testés, les industriels du vaccin ont dit qu'il ne faut pas regarder ce qui se passe dans les 15 jours qui suivent la vaccination. Et donc, tous les travaux qui sont rapportés maintenant ne tiennent pas compte, alors qu'on sait maintenant qu'il y a beaucoup d'infections qui suivent l'injection dans les 15 jours, 3 semaines. Donc il faut absolument en tenir compte, et même dans les travaux les plus récents publiés, la plupart des auteurs, si ce n'est tous les auteurs, ne tiennent pas compte de cette période, c'est-à-dire qu'ils ne classent pas les infections qui surviennent juste après injection comme des infections liées à la vaccination. D'accord ? C'est éliminé. Donc il faut en tenir compte parce que c'est un élément d'information qui est important. Ce qui est important en plus, on a l'impression, mais c'est de données préliminaires, hein, que c'est justement dans les infections inférieures à 7 jours que l'on a les charges virales les plus importantes, donc que les gens sont les plus contagieux. D'accord ? Donc c'est un point qui est important, si c'est exact, ça veut dire qu'il faut faire attention. Les gens qui viennent de recevoir un booster, d'abord ont un risque de faire une infection dans 7 jours et que cette infection risque d'être très contagieuse. Alors, le rôle de la vaccination sur la protection sur Omicron est très faible, sur l'infection. Très très faible et probablement encore plus faible, en tout cas c'est les premiers travaux préliminaires que l'on a, sur le B2 et sur le B1, sur lequel ça a extrêmement peu d'effet. La question qui reste, c'est est-ce que ça protège des formes graves? Pour l'instant, il y a des formes graves dues seulement à Omicron, il y en a extrêmement peu, c'est extrêmement peu. On le sait depuis le début, ça avait été décrit en Afrique du Sud que Omicron était beaucoup moins sévère, population vaccinée ou pas vaccinée, mais globalement, ça paraît raisonnable, et ça continue à paraître raisonnable, de dire que chez les gens qui ont des facteurs de risque, la vaccination est raisonnable. Chez les gens qui n'ont pas de facteurs de risque, compte tenu du fait qu'au moins pour ce virus-là, franchement, il n'y a pas de contrôle, et on le voit, il suffit de regarder encore une fois John Hopkins pour voir qu'il n'y a pas de contrôle du tout sur ce virus, du fait qu'il est très différent. Je ne vois pas de raison de se faire la guerre entre nous pour mettre à tout prix ce vaccin. Il ne s'agit pas dans cette indication, avec une agressivité qui n'est pas raisonnable. Donc je crois qu'il y a vraiment une question, c'est bien, est-ce que les gens qui risquent de faire une forme grave, c'est raisonnable de les vacciner, même si on sait que ce vaccin est imparfait? La réponse est oui. C'est les sujets de plus de 65 ans, c'est les sujets obèses, c'est les sujets qui ont une trisomie, qui sont très 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 sensibles, y compris les enfants. C'est les sujets qui ont des comorbidités importantes. Voilà, pour cela c'est important. Justement, concernant les enfants, qu'en est-il de la mortalité ? Vous voyez, il y a deux, comme ça on ne pourra pas dire, vous voyez que je cite pas mon collègue, le professeur Delfraissy, dans ses activités comme président du comité national d'éthique. Vous voyez, en pratique, en France, il y a eu, chez les personnes de moins de 15 ans, il y a eu 3 décès, dont un dû à une réaction inflammatoire post-Covid, 2 dus au Covid lui-même, dont un enfant avait de lourdes comorbidités et l'autre avait des infections virales ou bactériennes sévères associées. D'accord ? C'est tout ce qu'on a en France. Et si on regarde l'Europe hors de la France, au moment où j'ai reçu ceci, qui était mi-décembre, on avait eu 2 en tout pour tout en Europe. Donc l'ampleur du problème des infections chez l'enfant, en dehors des enfants qui ont des comorbidités, est extrêmement faible. Alors déjà que, et bien entendu, il n'y a que ceux qui ont des comorbidités, qui ont un risque vital, puisqu'il n'y en a aucun d'autre qui soit mort comme ça. Donc je pense qu'il faut réfléchir, on ne va pas s'entre-déchirer pour quelque chose qui est de cette ampleur. Surtout que je sais que les gens s'intéressent beaucoup à ce que je pense des trottinettes. Donc je vais reparler des trottinettes, puisque cette fois-là on a les chiffres des accidents en 2021, et on peut voir qu'il y a eu un changement dans la mortalité assez important comparé à 2019. Il y a eu moins de personnes âgées qui sont mortes, mais il y a eu plus de jeunes.
d'accord ? Et donc, il y a eu plus de cyclistes, d'accord ? Il y a eu 226 morts en 2021, c'est-à-dire 39 de plus qu'en 2019. Et les utilisateurs de trottinettes ou de déplacements personnels motorisés les trottinettes à moteur, ont une très forte hausse, avec 22 personnes qui sont mortes en 2021 contre 10 en 2019. Il y a une mortalité très importante. Si on regarde sur l'âge, il y a eu 183 personnes de moins de 18 ans qui sont mortes dans les accidents de la voie publique, soit 30 de plus qu'en 2019. Vous voyez ? Donc, dans l'année, ça fait 30 morts de plus. Donc, vous voyez que l'échelle de priorité, il faut réfléchir, vous savez, la santé publique, c'est de diminuer, c'est pas symbolique, c'est de diminuer ce qui est le risque le plus important. Donc, on voit bien que le risque le plus important actuellement, c'est les accidents de la route, en particulier pour les plus vulnérables. Et donc, il y a une vraie réflexion à amener pour qu'on n'ait pas une augmentation permanente de la mortalité pour les plus vulnérables, puisque ce sont des moyens de transport qui sont de plus en plus utilisés. Et donc, je suis content de revenir sur les trottinettes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont moqués de moi à propos des trottinettes. Et donc, il faut faire attention. Pour l'instant, chez les jeunes, les trottinettes tuent plus que le Covid. Donc, ça amène à avoir des réflexions sur cet aspect-là, auquel il faut réfléchir. Qu'en est-il des mesures prises pour restreindre l'accès des personnes non vaccinées à certains lieux ? Globalement, je pense, je suis content d'ailleurs que Richard Horton, qui est le rédacteur en chef du Lancet, avec qui j'étais un peu en froid à la suite de la publication de cette étude fantasque sur la toxicité de l'hydroxychloroquine, qu'on appelait le Lancet Gate, semble reprendre une position qui est plus proche de ce que je crois raisonnable. C'est-à-dire que ça n'est pas raisonnable de faire une guerre civile à propos du Covid. On se bat contre une pandémie, c'est une chose. Il ne faut pas qu'on se fasse une guerre civile entre nous. Et donc, il ne faut pas instrumenter cette épidémie pour en faire un clivage social ou un clivage politique avec les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Les gens qui... Moi, je suis un scientifique et personne ne peut imaginer que je sois contre les vaccins en général, ni même contre le vaccin, contre le Covid-19. Je n'avais pas d'opinion au départ. Maintenant, j'ai une opinion sur son utilité qui est limitée à un groupe donné. Je suis ni court ni ponte. Après, les décisions politiques sont des décisions politiques. Là, elles ne sont pas en parfaite adéquation avec la connaissance que nous avons. D'ailleurs, le message de l'OMS était il faut vacciner les populations vulnérables. Là, c'est très intéressant, le message de Horton, c'est il faut vacciner les populations vulnérables. Tout le monde est d'accord avec ça. Enfin, en tout cas, moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que la plupart des gens sont d'accord. La question, c'est, avec des évidences qu'on a, des variants successifs qui sont peu sensibles à cette vaccination, on voit bien que le rôle de cette vaccination actuellement, c'est de protéger des formes graves. Donc, il faut se concentrer sur les gens qui font des formes graves. Les gens qui n'ont pas de risque de faire des formes graves, mais qui ont des risques de faire un rhume, et pour lesquels ça ne va pas les empêcher de faire un rhume, si vous voulez, au bout d'un moment, la logique est au bout de la raison. Là, vous voyez. Et donc, il faut faire très attention, parce que dans ces situations de crise, c'est habituel, et donc je veux clarifier ça, parce que je ne veux pas qu'il y ait de malentendus. C'est habituel, c'est la nature humaine, malheureusement, qui est comme ça, c'est de chercher des boucs émissaires quand on a une situation qui n'est pas contrôlée. Parce qu'elle ne peut pas être contrôlée, parce que simplement, il y a une pandémie qu'on prend mal. C'est une autre réflexion de Horton qui me frappe beaucoup, parce qu'ils ont publié beaucoup de modélisations mathématiques qui n'ont jamais marché. Donc il faut que le Lancet dise on a trop cru au modèle, c'est un tournant. C'est bien. J'ai toujours pensé, déjà je pense pour les maladies qu'on croit connaître, mais alors pour celles qu'on ne connaît pas, c'est les astrologues qui font ça. C'est pas vrai. Voilà. Encore, les astrologues, c'est peut-être plus vrai, parce qu'il y a une espèce de surmortalité en fonction des mois dans lesquels on est, que personne n'a encore compris. Donc, on ne sait pas ce que c'est la transmission pendant la grossesse, des risques d'infection, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour la prévision
de ce qui va se passer sur une maladie qu'on ne connaît pas, alors ça, c'est vraiment pas raisonnable. C'est bien qu'on commence à s'en rendre compte, parce que ça donne tous les aspects de la science, parce qu'il y a des formules que personne ne comprend, sauf ceux qui les utilisent, qui prédisent, et tout ça n'est pas raisonnable. Et donc, quand ça ne marche pas, finalement, la tentation de trouver des victimes expiatoires ou des boucs émissaires, c'est la nature humaine. C'est vieux comme le monde. Et ça avait été très spécialiste de ça dans les pièces de théâtre, c'est Bertolt Brecht qui faisait ce qu'il appelait la distanciation, c'est-à-dire qu'il prenait des modèles qui apparemment n'avaient rien à voir pour faire pédagogie, pour expliquer ce qui se passait dans une situation donnée. Et donc, comme c'est celui qui a décrypté le mieux, le plus tôt, tout ce qui était la démarche nazie, il a fait une pièce de théâtre qui s'appelle Tête ronde et tête pointue, dans laquelle il explique, cette fois-là, donc, il ne parle pas d'une population particulière, de toutes celles qui vont être ostracisées puis exterminées. Les juifs, mais aussi les homosexuels, mais aussi les tziganes. Il explique comment ça se passe au départ, c'est-à-dire comment on marginalise cette population, comment on l'ostracise, c'est-à-dire comment on trouve qu'ils sont différents, affreux, qui ne sont pas intégrés à la société, et c'est des gens qui ont la tête pointue. Alors, ils ont un chapeau, mais on leur fait enlever le chapeau, et petit à petit, il arrive, par son art, à vous convaincre que les têtes pointues sont différentes des têtes rondes dans leur manière de se comporter, leur manière d'être, et que leur présence dans la société des têtes rondes n'est pas supportable. Donc, je recommande de lire ça, comme ça évitera d'avoir des choses. Mais, en même temps, c'est vrai que un certain nombre de mesures qui ont été prises en France extrêmement tôt par Pétain, moi je ne suis pas du tout d'accord pour dire que Pétain a protégé les Juifs en France. Absolument pas. Les mesures qui ont été prises en 3 octobre 1940 en France étaient plus dures pour les Juifs que n'étaient les mesures qui étaient prises en Comté de Nice, qui étaient devenus italiens. D'accord ? Donc en France, on était plus dur avec les Juifs que les Italiens l'étaient sous le fascisme. Donc il ne faut pas dire que Pétain n'a pas du tout protégé les Juifs. Hein. Et donc, ceux qui le définissaient, la première chose qui a été faite, c'est de dire, écoutez, c'est dans les emplois publics, les Juifs n'ont plus le droit à un certain nombre d'emplois publics, en particulier les enseignants à l'université. Donc à partir d'octobre, on a chargé les recteurs de mettre en ordre une opération empêchant les Juifs d'enseigner. D'accord ? Et petit à petit, les activités publiques ont toutes été contrôlées parce que c'était les plus faciles à contrôler. Et puis les corps de métier ont fini par s'étendre et aux médecins et donc en plus on interdit à la suite les Juifs à rentrer dans tous les lieux communs, que ce soit les restaurants, que ce soit les bals, que ce soit les réunions sportives. Et donc vous ne pouvez pas. Alors bien entendu, ceci n'a rien à voir avec la solution finale et l'extermination des Juifs dans les camps de concentration. C'est la discrimination, c'est comment on a mis en place une discrimination d'une partie de la population, comment on a mis en place une discrimination sur des phénomènes qui ne sont pas justifiés par la connaissance autre que l'opinion des uns et des autres. Le danger que représente un non-vacciné par rapport à un vacciné, c'est la raison pour laquelle maintenant, de plus en plus de pays arrêtent le pass vaccinal, dont Israël, qui étaient ceux qui étaient les plus déterminés à vacciner l'ensemble de la population, avec une raison simple. Le ministère a dit, puisque les vaccinés peuvent être porteurs de virus et être infectés, ils représentent le même danger que les non-vaccinés. Donc il n'y a pas de raison de s'acharner sur les non-vaccinés. Ce qu'il faut s'acharner à faire dans une santé publique bien comprise, c'est de vacciner, de revacciner les gens qui risquent de faire une forme grave, même si elles sont rares avec le Omicron. Bien entendu, c'est ceux qui risquent de faire quelque chose, mais il n'y a pas de raison de monter la nation entre un clan des non-vaccinés contre les vaccinés, des vax et des anti-vax. Moi, je ne me sens pas du tout concerné par ça. Je me sens concerné par le fait que, écoutez, en tant que médecin, je suis convaincu qu'il faut vacciner les gens qui sont à risque, et que si effectivement on nous dit, écoutez, il y a 9 sur 10 des gens en réanimation qui n'ont pas été vaccinés, c'est qu'on a eu tort de ne pas les vacciner. Parce que c'est les mêmes populations à risque qui sont en réanimation. Donc on doit se demander pourquoi on n'a pas vacciné ces gens.
C'est pas parce qu'on n'a pas vacciné tout le monde, c'est parce qu'on n'a pas vacciné ceux qui sont en réanimation. Ceux qui sont en réanimation, c'est ceux qui ont des facteurs de risque. Donc c'est ça qu'il faut se poser comme question en termes de santé publique. Comment on peut atteindre les gens qui ont des facteurs de risque pour les vacciner? La question, c'est pas, il n'y a pas actuellement d'évidence dans le monde d'éviction du risque chez les enfants en les vaccinant de faire une infection. Donc il y a une chose qui est claire, c'est jusqu'à présent, on verra avec ce variant, puis on verra avec les autres, le vaccin n'a d'effet significatif que sur la gravité, et donc c'est des sujets qui risquent de faire une forme grave qui sont la cible prioritaire, pour lequel il faudrait avoir un degré de recouvrement de 99%. Ça, c'est très important, c'est la vraie politique de santé publique. Après, d'en faire un combat entre les anciens et les modernes, ou entre les scientifiques et les pas scientifiques, tout ça n'est pas de la science, tout ça, c'est de la politique. C'est, encore une fois, un point sur lequel je suis d'accord avec Horton. Il y a trop de politique dans cette histoire. Il faut revenir à la constatation des faits. Il dit quelque chose, d'ailleurs, que je suis très très content qu'il dise, vous voyez, on s'est beaucoup trop basé sur des modèles mathématiques, et il faut aller discuter avec les travailleurs sur le terrain, ceux qui voient les gens. C'est ceux-là qui sont importants, c'est à ceux-là qu'il faut demander comment ça se passe, comment on les soigne, comment on fait, quelles sont les erreurs de circuit, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu un médecin jusqu'au moment où ils rentrent en réanimation. Voilà les questions qu'on doit se poser, et la question, c'est pas de devenir une espèce de folie dans laquelle maintenant on réinvente l'ostracisation, la marginalisation d'une population parce qu'elle désobéit. Attendez, c'est pas comme ça. Voilà. En tout cas, moi je suis pas d'accord avec ça. Donc je pense, comme médecin, et pour avoir eu probablement plus de malades dans cet institut que dans n'importe quel autre institut français, qu'il y a un véritable problème de santé publique qui est la couverture vaccinale des gens qui sont à risque. Il faut arriver à les contacter, arriver à les vacciner, à les convaincre, d'accord ? Mais je ne suis même pas sûr qu'il n'y ait pas un antagonisme entre le fait de vouloir vacciner tout le monde, alors que tout le monde se rend compte qu'il y a des gens qui n'ont pas réellement besoin d'être vaccinés, et celui de faire du vaccinage ciblé sur les gens dont on est sûr que ça peut servir à quelque chose. Et je ne suis pas sûr que ce soit complémentaire. Je pense que il faut se concentrer sur la manière et la possibilité de diminuer la mortalité de cette maladie, c'est-à-dire de protéger les gens qui sont les plus vulnérables. Et je crois que tout le monde est d'accord, l'OMS dit ça, je vois que maintenant le Lancet arrive à rejoindre cette position qui est essentielle, c'est de protéger les personnes vulnérables, c'est pas de faire la guerre civile autour de ceux qui acceptent, qui revendiquent une vaccination. S'ils le veulent se vacciner, on peut pas, il n'y a aucune raison d'empêcher les gens qui veulent se vacciner, même s'ils font pas partie des groupes à risque, mais d'obliger les gens qui ne veulent pas se vacciner, qui ne font pas partie des groupes à risque à se vacciner, ou à les insulter, je crois que c'est pas bien, je crois que c'est pas la peine. On est dans une période, je trouve que cette période révèle des côtés de l'homme dont on pensait qu'ils étaient plus ou moins éteints, mais une haine, une violence. Moi, je suis en partie l'objet qui me laisse étonner, encore que ça rejoigne beaucoup l'histoire que j'avais vue dans ma famille. Il y a une violence autour de choses qui devraient rester à un niveau de est-ce que c'est bon, est-ce que ça marche. Faut prendre ça avec calme et pas avec des modèles mathématiques, avec de la réalité. Qui c'est qui est malade? Je sais pas, moi, à chaque fois que je parle ici, je montre des documents, je fais pas de projection mathématique de ce qui va se passer dans 6 mois. Et d'ailleurs, je suis intéressé de voir que les gens s'en lassent pas, finalement, de voir les projections mathématiques, qu'ils ont oublié celles d'avant, qui marchaient pas du tout, pour avoir une nouvelle. Comment voulez-vous jouer avec un virus qui n'arrête pas de muter, de changer? Il est imprévisible, donc il faut faire au jour le jour, il faut essayer de travailler avec lui. Voilà. Merci beaucoup.